liberté, égalité. Donc ce soir, nous écrivons tous ensemble une nouvelle devise pour la France, un brin plus érotique. Pourquoi? Parce que l'intime est toujours politique, parce que nos orgasmes sont toujours politiques, nos amours aussi. Et que tant que notre régime sera l'hétérocratie et non pas la démocratie, tant que notre société sera patriarcale, tant que notre genre déterminera qui nous pouvons être, ce que nous pouvons faire, qui nous pouvons aimer et comment, alors nous ne pourrons pas vivre cette liberté, cette égalité, cette fraternité, ou je préférerais dire cette humanité que nous revendiquons aux yeux du monde. Vous l'avez compris, nous nous engageons dans un talk féministe. Pour repartir sur de bonnes bases, je vais rappeler que le féminisme a qu'un seul but, l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les sphères de la vie, pas plus, pas moins, et que donc être féministe ne veut pas dire détester les hommes. Je m'appelle Christelle Bonny, je suis féministe, mais je ne suis pas en guerre contre les hommes. Je suis en guerre contre le patriarcat, contre une organisation sociale profondément injuste, violente et arbitraire. Un système qui fait qu'en 2024, mes droits, mes libertés, mes possibles et même mes chances de survie à un infarctus ne sont pas les mêmes que les vôtres, messieurs. Pourtant, comme un homme sur deux, je suis une femme. Mais cette simple différence de biologie fait qu'avant même notre naissance, une grande partie du script de nos vies est écrit. Ève sera une petite fille douce et obéissante. Elle sera bonne élève. Elle aura une adolescence insouciante jusqu'au moment de la puberté. Là, malgré elle, son corps sera sexualisé et on commencera à lui enseigner que des garçons, il faut se méfier. À 18 ans, on lui conseillera de ne pas sortir trop tard, de ne pas trop boire, de ne pas s'habiller trop court, histoire de ne pas provoquer ce désir irrépressible des hommes qui, par sa faute, pourrait devenir dangereux. Elle fera des rencontres, mais pas trop, par peur de passer pour une fille facile. Elle entamera sa vie sexuelle sans rien connaître du clitoris, qui n'a fait son apparition dans les manuels de SVT qu'en 2017. Elle n'a pas non plus entendu parler du consentement. Elle a fait partie des 85% d'étudiants qui n'ont pas eu la totalité des cours d'éducation à la sexualité. À 30 ans, biberonnée au Disney, elle sera frappée du syndrome de Cendrillon. À force de commentaires sur son célibat, elle se dira qu'il y a un truc qui cloche à vouloir rester seule avec son chat. Alors, tant qu'elle est jeune et jolie, elle cherchera à se mettre en couple avec un homme fort et rassurant. Parce que bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais c'est évident, Ève est hétérosexuelle et veut des enfants. À 35 ans, après des fortunes dépensées en épilation et en régime et des tonnes de rendez-vous Tinder foireux, elle rencontrera cet homme beau et merveilleux qui mettra des paillettes et des chaussettes sales dans sa vie. Enfin, casée, pour ne pas dire sauvée, elle se fera discrète dans les dîners pour laisser son mari briller et évitera les talons de 12 pour ne pas le dépasser. Ensemble, ils auront un enfant, mais c'est elle qui travaillera à temps partiel, c'est elle qui assumera 70% de la charge mentale, 90% de la charge contraceptive, et qui ne sera pas à l'abri de prendre quelques coups. Un quart des hommes de 25 à 35 ans considérant toujours en 2024 qu'il faut parfois être violent pour être respecté. Comme une femme sur 3, Ève souffrira d'une maladie chronique gynécologique diagnostiquée au bout de 7 années d'errance médicale, juste parce que l'endométriose, c'est moins lucratif que les troubles de l'érection. Elle ne parlera pas de sa douleur, de peur de passer pour une hystérique ou de perdre son job. Tous les mois, elle prendra des jours de congé pour rester en PLS sur son canapé, sans trop se plaindre, parce que bon, c'est normal d'avoir mal quand on est une femme. À 40 ans, épuisée par tout ça, elle n'aura plus de libido. Mais comme 33% des femmes, elle aura des relations sexuelles suite à l'insistance de son partenaire. Après tout, ça fait partie du contrat. À 50 ans, quand son mari et ses enfants seront partis et qu'elle pourrait enfin se réaliser, la ménopause viendra lui rappeler qu'aux yeux de la société, elle est déjà périmée.
En plus des bouffées de chaleur, elle devra encaisser l'impact de l'agisme et l'injustice du double standard, des rides et des cheveux gris qui rendent les hommes sexy, mais effacent des écrans la ménagère de plus de 50 ans. Ève est bien loin du paradis. Alors évidemment et heureusement, toutes les femmes n'ont pas à suivre ce scénario de vie. Mais en revanche, tant que notre société sera patriarcale, toutes les femmes auront à subir tout ou partie de ces injustices, de ces violences ou de ce sexisme ordinaire. Alors je ne sais pas vous, mais moi je me suis souvent demandé à quel moment ça a merdé. À quel moment sommes-nous passés d'un monde où les femmes et les hommes vivaient en communauté, en complémentarité, à un mode d'opposition et de hiérarchisation des sexes? Alors pour le camp, nous savons à peu près. Le néolithique, environ 8000 ans. Pour faire court, à cette époque, on pose les bases du capitalisme, on découvre les notions, les propriétés de richesse, de pouvoir, de propriété, et on commence à assigner des tâches différentes aux hommes et surtout aux femmes parce qu'elles se mettent à avoir des enfants plus souvent. D'ailleurs, à cette époque, les hommes comprennent le rôle qu'ils jouent dans la procréation. Eux qui, pendant très longtemps, avaient pensé que nous tombions enceintes au clair de lune, gros sentiment d'arnaque. Et là, tout bascule pour nous, mesdames. Sans doute le premier backlash de toute l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, pour l'anecdote, à partir de ce moment-là, plus de dessins de vulves dans les grottes, uniquement des guerriers avec des grandes lances. De cette découverte naît une nouvelle peur pour les hommes. Ne pas être le père biologique. Cette angoisse finit d'assigner les femmes à résidence dans leur rôle de mère. Aux femmes, l'espace domestique et le travail gratuit. Aux hommes, l'espace public et la création de richesses. Pendant des millénaires, cette séparation des espaces va maintenir les femmes en dehors du champ de la politique et les réduire à un rôle de génitrice et d'objet de plaisir. Les religions monothéistes viendront graver cette infériorité dans le marbre. À chaque époque, le pouvoir va se construire sans les femmes, pire, contre elles. Rousseau écrira que les femmes se contentent de diriger l'empire de l'amour et de gouverner leurs enfants, qu'elles laissent les hommes faire la révolution. Nous voyons où ça nous a menés, directement à la Déclaration des droits de l'homme avec un petit H. L'autre question à laquelle j'ai du mal à répondre, c'est pourquoi acceptons-nous toujours cette hiérarchisation des sexes ? Quand allons-nous arrêter de penser qu'avoir un utérus confère des aptitudes naturelles à l'ensemble des tâches ménagères et qu'avoir un phallus justifie d'être payé 25% de plus ? Quand allons-nous arrêter de dire d'un homme sensible qu'il a une grande part de féminité et d'une femme qu'elle se comporte comme un mec quand elle fait preuve d'autorité ? Quand allons-nous arrêter de croire que les hommes ont des besoins sexuels, des pulsions, et les femmes uniquement du désir pour un homme qu'elles aiment ? Parce que derrière cette idée de pulsion, ce n'est pas la nature qui parle, mais bien le patriarcat. Ce concept fabuleux qui a permis aux hommes de faire passer leurs désirs pour des besoins et leurs besoins pour des droits. Un concept particulièrement bien formalisé par Napoléon dans son Code civil en 1804, qui inscrit l'infériorité des femmes dans la loi en les privant de leur citoyenneté. Les femmes passent de l'autorité de leur père à celle de leur mari, à qui elles doivent obéissance et communauté de vie. Comprenez, de lit. Il faudra attendre 1990 pour que le viol conjugal soit reconnu. Dans ce même code civil, les époux se doivent fidélité. Mais si la femme adultère encourt 3 mois à 2 ans d'emprisonnement, le mari risque une simple amende. Mieux, s'il surprend sa femme avec son amant et qu'il la tue, l'article rouge l'absout. Impunité totale. Pierre Bourdieu écrit « Si être un homme est un privilège, la virilité est un piège. Elle représente un coût, un ensemble de coûts. Des coûts que nous connaissons, que nous mesurons. En féminicide,
134 en 2023. En viol et agressions sexuelles, environ 250 par jour. En frais de justice, de santé, de prison, 100 milliards d'euros par an. Alors, je n'ai pas envie d'être considérée comme le sexe faible. Mais vous, messieurs, avez-vous vraiment envie d'être le sexe fort? Le sexe des comportements à risque, de la violence, qui compose 97% de la population carcérale? Je ne crois pas. Et j'aimerais que nous soyons toutes et toutes convaincus que notre avenir n'est pas de savoir comment condamner plus d'hommes ou comment protéger plus de femmes, mais bien comment sortir collectivement de ce système qui nous oppose et nous conduit à être malheureux ensemble. Oui. Comment? Déjà, en ne nous trompant pas de combat. Notre ennemi est commun. Le problème est que si pour les femmes, il est assez facile d'imaginer la douceur d'un monde sans patriarcat, c'est souvent plus compliqué pour les hommes. Vous êtes d'ailleurs encore 39% à penser que le féminisme menace votre place et votre rôle dans la société. Et vous savez quoi? Je peux le comprendre. Dans votre esprit, parité, c'est 50% de place en moins pour les hommes. Le rééquilibrage de la charge mentale, c'est plus d'heures de ménage, de courses, de lessive. Qui serait motivé pour changer en ayant l'impression d'avoir tout à perdre et rien à gagner? Le féminisme, c'est comme l'écologie. Les discours négatifs, anxiogènes, culpabilisants, ça ne fonctionne pas. Et comme nous avons besoin d'avancer ensemble, je vais ce soir tenter pour vous convaincre une approche plus positive, un féminisme positif, voire sexe positif. Si je vous dis qu'un monde sans patriarcat, ce serait un monde plus heureux et moins dangereux pour toutes les femmes que vous aimez. C'est déjà bien, hein? Si je vous dis que ce serait aussi pour vous plus de liberté émotionnelle, la possibilité d'être dans la tendresse, dans la sensibilité, dans la vulnérabilité, peut-être que vous allez encore hésiter. Mais si je vous dis que les hommes se suicident 3 fois plus que les femmes, parce qu'un homme, c'est fort, ça ne craque pas, ça ne parle pas, ça ne pleure pas. Les larmes, c'est humain. Un monde sans patriarcat, ce serait aussi pour vous, messieurs, moins d'injonctions de performance, moins d'ego, moins de compétition et moins de pression économique. Accessoirement, ce serait aussi moins d'engueulades dans les couples et ce serait aussi plus de sexe. Le mot est lâché. Plus de bon sexe pour tout le monde. Alors, le féminisme positif, là, qui signe? Nathalie Bajos dit que la seule sphère sociale en France qui a résisté à l'idéal égalitaire, c'est la sexualité. Pourtant, c'est la plus proche, c'est celle qui nous touche le plus. Comment peut-on imaginer changer une société si nous ne sommes pas capables de changer dans notre intimité? De par ses représentations, ses pratiques, son langage, la sexualité patriarcale comprenait l'hétérosexualité, a valorisé un imaginaire érotique de domination et l'objectification des femmes. Je pourrais vous donner 1000 exemples de la manière dont le patriarcat a ruiné nos amours et nos orgasmes, mais je n'ai pas le temps. Alors je vais me concentrer sur quelques dégâts causés par Freud, qui au XIXe siècle a décrété qu'un rapport sexuel normal était l'enchaînement de 3 séquences. Préliminaire, bravo, mais pour préparer Madame A, hein, pas pour lui faire plaisir. Pénétration, coït, vaginal, évidemment, on n'est pas là pour s'amuser, mais pour réarmer. Entrée, plat, dessert. La pénétration toujours au menu et en plat principal. Une sexualité sans surprise, sans saveur. Pas étonnant qu'on finisse par perdre l'appétit. Autre invention de Freud, l'orgasme clitoridien et l'orgasme vaginal. Pour lui, le seul qui vaille pour une femme normale, mature.
Je rappelle à toutes fins utiles que même un orgasme obtenu par pénétration est un orgasme clitorinien. Pourquoi cette invention ? Je vous le donne dans le mille, pour pouvoir dire qu'une femme, pour être accomplie, épanouie, a besoin d'être pénétrée, possédée par un homme. C'est QFD. Le pendant de cette théorie, c'est que pour être un homme, un vrai, il faut assurer, il faut bander fort et si possible longtemps. Merci le porno. Autre exemple, le plaisir anal. Beaucoup d'hommes hétérosexuels refusent l'idée même du plaisir prostatique parce qu'on leur a mis dans le crâne qu'un homme, un vrai, ça pénètre, mais ça ne se fait pas pénétrer. Alors sérieusement, vous n'en avez pas marre d'un système qui nous contraint jusque dans notre manière de jouir ? Imaginez le bonheur d'un monde, pour reprendre la formule de Gloria Steinem, qui érotiserait l'égalité et où le consentement serait une nouvelle conversation amoureuse. Imaginez la joie, la légèreté, la richesse d'une hétérosexualité, comme l'écrit Mona Chollet, qui trahirait le patriarcat. Et si c'était ça la clé ? Une réconciliation des sexes sur l'oreiller. Imaginez une sexualité sans plus de normes d'injonction, de puissance, sans plus d'histoire de passif, actif, pénétré, pénétrant, dominé, dominant, sans plus de normes du corps désirable. Une sexualité qui ne serait plus un champ de bataille, mais un vrai terrain de jeu, de rencontre, de partage, de créativité, de respect, de circulation du pouvoir. Imaginez une sexualité qui oublierait le mot préliminaire pour nous permettre de varier et composer nos menus à l'infini. Une sexualité qui verrait, comme l'écrit Martin Page, au-delà de la pénétration et parlerait aussi du circlusion pour valoriser la force et la puissance du sexe féminin. Une sexualité positive qui serait source de plaisir, de joie, mais aussi de confiance, d'estime de soi, d'empouvoirment et plus jamais d'asservissement. Jean-Claude Kaufmann écrit que nous vivons actuellement la plus grande mutation anthropologique de toute notre histoire, à vouloir passer d'une société qui, pendant des millénaires, a opposé les mondes féminins et masculins, à une tentative audacieuse d'une société de pleine égalité pour tous les individus, dans tous les domaines, y compris le plaisir. Notre avenir dépend de notre capacité à nous réinventer sur les plans politiques, économiques, sociaux, mais j'en suis aussi convaincue, amoureux et sexuels. C'est pour ça que j'ai créé le collectif Sex Tech for Good et que je m'engage au quotidien pour plus d'innovation dans tous les secteurs de la sexualité, parce qu'elle est pour moi un formidable levier d'émancipation individuelle et collective. J'aimerais que vous repartiez ce soir avec l'envie d'être féministe, de construire ensemble ce futur plus équitable, plus désirable, avec l'envie de participer à cette nécessaire révolution de l'intime qui passe pour les femmes par la réappropriation de leur corps, de leur plaisir, de leur puissance, et pour les hommes par l'écriture d'une nouvelle masculinité libérée des injonctions machistes. J'aimerais surtout que vous repartiez ce soir avec l'envie de vous aimer mieux, avec l'envie de réinventer vos sexualités à l'image d'une société qui ferait enfin rimer liberté, égalité et humanité. Merci.